C'est toujours les petits choix, des petites choses, le surplus qui n'était pas nécessaire et que tu fais parce que tu as une curiosité, qui fait que tu viens impacter ta vie à travers des transformations. Bonjour, je suis Thierry Régnier et vous écoutez C'est le chemin qui compte. Le podcast qui permet à chacun d'entre nous de libérer son potentiel et de devenir qui nous sommes vraiment. Chaque épisode est l'occasion de partir à la rencontre d'invités singuliers, connus ou non, jeunes ou moins jeunes, pour explorer leur chemin de transformation et nous inspirer dans notre propre quête de changement. Chemin faisant, nous plongerons ensemble dans les coulisses de leur voyage. Les défis surmontés, les victoires célébrées, les expériences marquantes, les rencontres déterminantes et les leçons apprises. Bref, toutes choses qui nous rappellent que plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Mon invité aujourd'hui, c'est Adrien Hubert, entrepreneur, investisseur, chercheur, mais surtout défricheur de sens. Bonjour Adrien. Salut. Comment ça va ? Très bien, et toi ? Super. Alors Adrien, je suis heureux de t'accueillir aujourd'hui pour parcourir ensemble ton chemin qui explore avec passion comment les technologies peuvent transformer nos systèmes économiques, mais aussi sociaux, et peut-être pourquoi pas démocratiques. Alors on le remonte ensemble, ce chemin Adrien, tu es né à Armentières, dans le Nord, cette terre que tu portes toujours en toi, même si tu y retournes trop peu. Fils aîné d'une sage-femme et d'un père un peu perdu dans sa vie professionnelle, tu grandis dans une famille où l'argent manque et où un divorce difficile vient fissurer encore davantage l'équilibre. Il y a cette période dure marquée par la précarité, les pâtes à chaque repas, la rage en sourdine, et très jeune, tu te jures que tu changeras la donne. 2 ans d'avance à l'école, hyperactif, indiscipliné, tu fais le clown pour être accepté, tu navigues entre les groupes, les populaires comme les indésirables, toujours caméléon mais toujours en question. Tu as ce goût précoce pour la contradiction, pour le défi, pour pousser les limites, y compris celles de tes profs, jusqu'à prendre leur place au tableau. À 17 ans, tu quittes la maison. Pour toi, l'indépendance est une nécessité autant qu'un moteur. Tu choisis l'économie au lycée, un peu par flemme, beaucoup par amour des chiffres et du business. Tes notes sont en dents de scie, 10 de moyenne, mais des 20 en maths et en éco. C'est la signature de ton parcours. Là où ça t'intéresse, tu excelles, sinon tu t'étioles. Tu bifurques vers une prépa Sciences Po, inspirée par un prof charismatique, mais c'est l'école de commerce qui te tend les bras, l'EDEC. Tu y nourris un rêve de trader, attiré par la promesse de l'argent, mais très vite tu perçois le vide derrière les chiffres. Ce que tu cherches, c'est du sens, de la profondeur, un levier de transformation. Tu le trouves dans la blockchain, un coup de foudre intellectuel pour cette technologie à la croisée de la monnaie, de la gouvernance et de l'innovation. Ta carrière décolle vite. À 22 ans, Natixis te confie des responsabilités normalement réservées aux seniors. Puis tu sautes le pas de l'entrepreneuriat. La crypto s'effondre, tu rebondis. Tu lances Smart Chain, une ESN de la blockchain qui accompagne la création de projets. Tu fais grandir l'équipe de 10 à 80 personnes pendant le Covid. Puis tu te retires en 2023 après avoir construit une entreprise capable de tourner sans toi. Parce que toi, ce dont tu as besoin, c'est de nouveautés, de stimulation constante. Ce n'est pas le vide qui te fait peur, mais l'ennui. Aujourd'hui, tu explores d'autres terrains de jeu, l'investissement dans des startups, des think tanks, des ponts entre blockchain, IA et ce concept novateur de démocratie liquide. Ce n'est plus tant ce que tu fais qui compte, mais avec qui tu le fais. Tu te définis comme un entrepreneur, investisseur, chercheur, mais au fond, tu es un défricheur de sens, un véritable explorateur de systèmes. Bienvenue sur le chemin, Adrien. Merci pour ce portrait. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Adrien, j'ai envie de te faire agir sur le chemin que je viens de retracer. Qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Qu'est-ce que tu ressens à la réécoute de ce chemin ? Je le trouve très juste. Ça me fait ressentir des émotions, évidemment, de mon passé, des souvenirs, de mon enfance, mon adolescence. Et en fait, je pense que cette forme de rage que j'avais en moi, je me rends compte à quel point elle a pas disparu, mais elle s'est transformée en quelque chose, en une émotion un peu positive. Et c'est ce que j'ai senti en t'écoutant. Tu as parlé de ce mot de transformation qui est au cœur, évidemment, du thème de ce podcast. Donc, on reviendra sur tes transformations parce qu'il y en a eu beaucoup, évidemment. Mais avant de faire ça, il y avait vraiment une question que j'avais vraiment envie de te poser, Adrien. Tu dis souvent que tu as besoin de sens et de stimulation pour avancer. Qu'est-ce qui, aujourd'hui encore, te met en mouvement au saut du lit ? Moi, ce que j'ai toujours eu besoin, c'est vraiment la stimulation intellectuelle. J'ai un peu le défaut de m'ennuyer très vite. C'est-à-dire que je me lasse rapidement des choses, parfois aussi un peu des personnes, et j'ai besoin de nouveautés, de sortir de ma zone de confort, de dépasser mes limites. Alors c'est vrai dans le travail, dans la recherche, c'est vrai aussi dans le sport, par exemple. Et en fait, l'entrepreneuriat, finalement, c'est un saut dans le vide un peu constant, où on se répète, on recherche comment s'améliorer, on découvre des nouveaux horizons. Et c'est vrai aussi dans l'investissement, donc je suis naturellement allé vers les voies qui me paraissaient les plus capables de m'offrir ces sensations.
Voilà. Et la blockchain, comme tu as parlé un petit peu, c'est une technologie qui a en même temps une grande profondeur sur plein de thématiques et en même temps une rigueur technologique et intellectuelle sur la partie monétaire et financière. Donc c'est comme ça que je me suis noyé dans cet écosystème. Ouais, j'imagine qu'on en reparlera parce que c'est Ouais. vraiment le cœur de ta compétence et de ton expertise. Mhm. Tu sais, ce podcast, évidemment, il traite de la transformation. Ton parcours, on l'a vu, on est riche. Est-ce que toi, tu peux partager avec les auditrices et les auditeurs la manière dont tu as pris conscience de Ouais. ton potentiel de transformation dans un premier temps et comment tu as navigué pour finalement trouver ton chemin progressivement? Ouais. Alors, il n'y avait pas de stratégie, ça s'est fait de façon assez naturelle, presque égoïste finalement, en écoutant ce que j'aime. D'ailleurs, c'est assez marrant, j'en parlais à un ami, c'est toujours les rencontres sur des choses un peu impromptues qui sont les rencontres qui changent ta vie. Tu vas à un événement, tu parles à une personne qui te propose de revenir à un autre événement et c'est à cet événement que tu fais une rencontre avec un associé ou quelqu'un qui va transformer ta vie. Donc c'est toujours les petits choix, des petites choses, le surplus qui n'était pas nécessaire et que tu fais parce que tu as une curiosité, qui fait que tu viens impacter ta vie à travers des transformations. Et donc, moi, j'ai cette chance d'être curieux de beaucoup de choses. Et du coup, j'ai peut-être saisi beaucoup de petites opportunités, de rencontres, de sujets intéressants, de voyages. Et en fait, ça a un effet un peu d'accumulation. Parce que l'un qui permet l'autre, qui permet de parler d'un sujet. Et c'est cette partie caméléon que tu as décrit, qui est en fait le fait de saisir plein d'opportunités et de pouvoir les multiplier. Et ça favorise les chemins et les transformations. Et toi, tu crois plus à la sérendipité, c'est-à-dire finalement Mmh. la possibilité de trouver son chemin alors même que tu le cherchais pas, Mmh. ou plutôt vraiment être volontariste, je dirais presque, même vis-à-vis de ces rencontres et les rechercher, les épier quelque part. Bah, je pense que le deuxième mène au premier. C'est-à-dire, c'est cette volonté de juste vouloir avancer sur des chemins qui finit par mener au sien. C'est comme ça que je le dirais. C'est-à-dire que le gros sujet, c'est pas forcément d'avoir quelque chose qui est très clair, d'avoir des objectifs qui sont très très définis. C'est juste la volonté de continuer à être en mouvement et à avancer pour aller chercher des curiosités, des domaines, des personnes qui viennent faire des bouts de chemin avec toi. Saint-Augustin disait Mmh. avance sur ton chemin car il n'existe que par ta marche. Ouais. Donc toi, tu dis, voilà, Mmh. mets-toi en route, marche. Ouais. Se mettre en mouvement. Ouais. Se mettre en mouvement, oui, c'est Mmh. mieux évidemment que de rester immobile. Mmh. Il y a plus d'opportunités et de Mmh. choses qui vont émerger Ouais. si on a la capacité de se mettre en mouvement et d'explorer. Mais bien sûr, mais surtout dans le monde d'aujourd'hui, Ouais. moi j'ai vraiment l'impression qu'à travers les moyens de communication, à travers les rencontres, à travers les domaines, à travers l'information qui est accessible, et Mhm. avec l'IA c'est encore plus vrai aujourd'hui, Ouais. c'est très facile en quelques jours, le fait d'oser aller parler à des personnes et faire des choses, de s'intéresser à un sujet, à une thématique. Et après, c'est de ces petites rencontres que mènent des grands projets et presque des projets de vie. Hein. Je sais pas si toi, tu es plutôt introverti ou Mhm. extraverti, Adrien, mais pour ceux d'entre nous qui n'ont pas cette facilité Ouais. d'aller vers les autres, en fait, est-ce que tu aurais Ouais. des choses à leur proposer pour néanmoins pouvoir Mhm. se mettre en chemin, rencontrer, explorer et trouver leur propre chemin? Alors moi j'étais très très introverti, D'accord. ça va pas te surprendre je pense. Je devenais rouge mais écarlate quand fallait prendre la parole au primaire et début collège. Vraiment l'introversion ça me parle beaucoup et je comprends ce qu'on ressent quand on est introverti. D'ailleurs c'est là où l'humour, la petite blague, l'anecdote, ça peut aider parce que ça te permet de sortir des situations et d'éviter le regard des autres. Moi c'est ça qui me pesait. Mhm. C'est ce que l'autre va penser de moi, ce que les autres, la classe, le groupe, ce qu'ils vont imaginer. Je te donne un exemple qui va te faire sourire. Je suis pas encore tout à fait soigné. C'est il y a quelques années, je me suis dit il faut que j'aille au cinéma tout seul. Et donc je vais au cinéma et là donc je vois à la 4e rangée il y a une place de libre. Donc je demande à la personne à côté est-ce que la place est disponible. La personne me dit non. Et j'étais tellement honteux que je suis sorti de la salle et que j'ai pas vu le film. Donc j'ai pas pu aller au cinéma tout seul parce que ça me fait encore quelque chose. Donc, mais c'est justement quand on est introverti qu'on doit faire cet effort pour aller oser, se mettre à risque, essayer de franchir des situations petit à petit, de grappiller un petit peu ses limites. Et il y a plein de gens introvertis qu'on peut rencontrer aussi. D'accord. Et tu as des petits trucs que tu essaies de mettre en œuvre pour Ouais. justement t'inciter à ça malgré ton introversion? Ouais, des défis au quotidien. Ouais. Par exemple, aller parler à telle personne, glisser un mot dans une conversation, des petits défis un peu D'accord. gamifiés. Ouais. Prendre des petites actions qui finalement font grandir ce muscle et Exactement. te rendre. C'est comme en finance, hein, c'est les intérêts composés qui fait que tu deviens riche. Hein, y a pas de secret, c'est les D'accord. petites actions qui fait que tu Je reconnais level le up. financier qui revient à la rescousse. Mmh.
Ok, très bien. Merci pour ces tips vraiment intéressants. Est-ce que toi, tu dirais qu'en cheminant, tu es vraiment parvenu à Mmh. libérer ton potentiel, qu'aujourd'hui, tu t'es vraiment rapproché de qui tu es ou Mmh. que tu continues vraiment à être en quête, en chemin, en recherche? Alors, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, j'ai vraiment compris que j'étais au début du chemin avec moi-même. Mais je pense que c'est le plus dur finalement. Le fait de dire: «Bon, j'ai commencé à me comprendre et maintenant je vais m'explorer». Mais ce qui est la partie la plus intéressante parce que l'exploration, elle est infinie, surtout qu'on se transforme. Aujourd'hui, j'ai trouvé, suffisamment de choses, d'exemples et de perceptions de moi pour pouvoir continuer à aller dans l'exploration de ce que j'aime, de ce que j'ai envie, de ce que je désire et surtout de ce que je j'ai pas envie et ce que je veux pas faire. Et est-ce que je dirais, il y a eu un espèce de déclic, il y a eu un moment en fait de bascule, de pivot, qui t'a dit: «Là, je suis au début de mon chemin d'exploration». Est-ce qu'il t'a fallu un certain temps Mmh. quand même pour arriver là? Ouais, bah, il y en a eu plusieurs. Bah, ce qui m'a vraiment, chamboulé, moi, c'était à la vente de ma boîte où je me suis trouvé à comme beaucoup d'entrepreneurs qui ont vendu leur boîte, une forme de perte de sens. Et c'est comme à la fin d'une relation, en fait, ça fait les mêmes choses. J'ai mis énormément d'efforts dans ça, il y a plus rien, à quoi ça sert de vouloir remettre des efforts sur quelque chose? Donc c'est vrai aussi pour des projets, c'est vrai pour, des amitiés, ça tout ça ce sentiment-là, je pense qu'on l'a tous Ouais. connu, plusieurs fois. Moi, ce qui m'a aidé à titre personnel, c'est, la méditation. Alors si tu m'avais dit il y a 10 ans, tu vas te rester 1 heure, les yeux fermés sans bouger, je t'aurais dit: «Non mais c'est pas mon genre, c'est pour les autres». Ouais. Bon, finalement, à cette période de ma vie, ça m'a plu, donc ça m'a aidé et c'est le fait de faire Vipassana, qui est une forme de méditation où tu es 10 Mmh. jours immobile, et cetera. Pour me rendre compte à quel point, bah, en fait, l'action et l'énergie de mouvement, c'est quelque chose qui me parle et dont j'ai envie. Et en fait, finalement, je pense que c'est en s'interdisant et en se limitant des choses qu'on aime, qu'on redécouvre à quel point elles sont importantes. Et donc ça, pareil, c'est des routines qu'on peut avoir au quotidien. C'est, extrêmement puissant, c'est, bien formulé et comment elle s'est faite cette rencontre avec la méditation? Et j'avais une amie qui, m'a emmené, une fois à un stage de méditation, enfin 1 heure d'essai Mmh. et j'étais pas à l'aise, j'avais pas de feeling avec le prof. Encore une fois, ce regard des autres et ça m'a un peu tiraillé parce que j'ai un peu ce syndrome et je pense que c'est très important d'ailleurs, le fait de, bah, j'ai quand même envie de me montrer que je sais le faire. Cette partie ego de: «Quand même, je vais réussir à rester assis 15 minutes» et donc j'ai réessayé, j'ai et moi, il y a un auteur, Harari, celui qui a fait Sapiens et qui a pas mal écrit, Ouais. qui a pas mal parlé dans ses livres de ce que ça lui a apporté et je me suis dit: «Bah, il y a quand même quelques personnes intelligentes à qui ça fait du bien, donc il faut que je réessaye» et au bout de 3-4 séances, j'ai commencé à trouver, bah, une forme d'équilibre et ça m'est resté. Et qu'est-ce que ça t'apporte, la méditation en fait? C'est quoi le bénéfice pour toi, essentiel? Alors, vraiment, c'est très lié à moi, mais moi, j'ai besoin de ces montagnes russes. J'ai besoin de passer du chaud au froid. C'est ce que j'ai dit en termes de sensations et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime faire des choses dans des domaines très différents. Tant de la recherche, écrire des choses, que être sur le terrain et vendre et convaincre et c'est vrai aussi, je pense, pour, bah, les activités physiques. Ce que j'adore faire, par exemple, une de mes routines le matin, c'est 20 minutes de sport à grosse intensité et ensuite 10 minutes de méditation et c'est ce chaud et ce froid ensemble D'accord. qui fait que je me sens vivant. Donc tu arrives à méditer quand tu as le cœur qui bat à 180? Exactement. Bah, en fait, ça me calme naturellement et je me sens c'est un besoin du coup de me calmer, ce qui me donne envie de faire de la méditation. C'est très personnel et ça marche pour moi, hein, mais c'est ce jeu des contrastes, c'est quelque chose qui me parle. Super, transition parce que j'avais envie de te faire parler un petit peu de tes rituels, justement, de tes habitudes, tes influences. Est-ce que justement il y a eu dans ton parcours ces rituels, ces habitudes, ces influences que tu as développées, des rencontres qui t'ont accompagné et peut-être aidé à devenir qui tu es, aujourd'hui? Ouais, alors sur les rituels, moi j'ai beaucoup de mal à faire durer les rituels. C'est-à-dire que j'adore essayer de mettre en place plein de rituels Ouais. et j'en teste souvent, j'en teste beaucoup, mais la mise en place des rituels, elle est pas évidente et je sais à quel point ça peut paraître compliqué, donc je peux être donneur de leçons en disant: «Ce rituel-là, il est génial, mettez-le en application, ça va vous transformer». Parce qu'en fait, c'est compliqué à mettre en place et à faire durer. Donc vaut mieux se concentrer sur un rituel qu'on fait bien et après petit à petit essayer de s'améliorer. C'est des rituels qui doivent vraiment nous faire nous sentir bien. Je crois beaucoup à la gamification, donc se servir de ça pour les mettre en place. Ouais. Moi, à titre personnel, ce qui a compté comme rituel, c'est le fait de s'accorder, 15-20 minutes, de temps pour soi par jour, surtout dans les moments où j'étais en grosse intensité avec, l'entreprise et cetera. Et ça pouvait prendre, un livre, une méditation, justement quelque chose qui permet de se relâcher. Bah, le sport a joué évidemment un rôle, très fort pour se dépenser, et évacuer cette pression, qui, quand en fait, elle est jamais que mentale, elle t'atteint aussi physiquement. Donc tu as besoin de
de la dépenser. Et je pense que le sport, ça peut donner parfois de la hauteur que de ne penser à rien que le fait de se faire mal et d'aller chercher l'effort physique à la performance. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et après, les routines, moi, je suis vraiment convaincu que l'accès à l'information aujourd'hui, elle est totale. Donc, on n'a pas forcément besoin de tout connaître, tout savoir et d'être spécialisé. Par contre, la curiosité de prendre un domaine, je sais pas, par semaine et de passer une demi-heure à apprendre dessus, ça permet de bousculer des conversations. Et aujourd'hui, moi, je me sens à l'aise de parler de n'importe quel sujet avec n'importe quelle personne. Alors, je suis pas un spécialiste de tout, hein, mais je serais capable de lui donner un livre, d'avoir une référence, de pouvoir avoir une vraie interaction sur son sujet de prédilection. Moi, j'adore, j'aime bien être de l'autre côté, c'est-à-dire poser les questions, m'intéresser aux autres. Ouais. Le fait d'avoir un minimum de bagage dans beaucoup, beaucoup de domaines, ça permet d'avoir des interactions qui sont facilitées. Et quand tu es un peu introverti, ça change la donne. Et après, une dernière chose, moi, je faisais un petit jeu quand j'étais en école de commerce. On prenait un sujet qui était un sujet un peu thématique, explosif. Donc, par exemple, la peine de mort. On avait un pour ou contre, on piochait au hasard et on devait défendre une position. Ouais. Et défendre une position en 1 minute qui n'est pas la sienne, ça permet de se mettre à la place de pourquoi il y a des personnes qui sont pas d'accord avec nous. Et ça, à partir du moment où on a ces deux choses, un peu de curiosité par semaine, et essayer de se mettre à la place des personnes qui sont pas d'accord avec nous, pour la compréhension de l'autre, c'est game changer. Donc, si je résume, introspection par la méditation, plutôt extraspection, je sais pas si ça se dit, avec le sport, des moments que tu t'accordes à toi-même pour te ressourcer, te réénergiser. Et puis, quelque chose qui est vraiment intéressant, que j'avais peu entendu, qui est cette capacité qu'on entend un peu en coaching, en technique de coaching, c'est la capacité de se mettre à la place des autres et de ressentir et exercer cette empathie dans la peau de l'autre, quelque part. Mais ce qui est, parce que dit comme ça paraît évident, mais le mettre en application, c'est compliqué. Et donc, cette technique de ou débattre d'un sujet sur lequel on n'est pas d'accord et se forcer à le faire, moi, je trouve ça vraiment pertinent. Du coup, quand tu as une discussion avec quelqu'un, spontanément, tu te mets dans une posture où tu essaies de te donner tort et tu essaies de lui donner raison. Ce que j'ai remarqué, c'est que la posture d'attaque ou de défense de la conversation quand tu as un débat est plus importante que le fond, en fait, finalement. Et ça permet d'avoir des échanges et d'avoir des gens qui sont pas d'accord avec toi ou sur lesquels tu n'es pas du tout d'accord et même qui t'inspirent pas forcément des choses positives. Tu peux avoir des moments qui te font avancer quand même. Et ça permettra aussi de dépolariser un peu cette société, de la défractionner, de faire en sorte que des gens qui n'ont pas vocation à se parler, des groupes qui vivent dans des bulles un peu isolées, puissent à nouveau redialoguer, ce qui permettrait peut-être de pacifier un peu cette société. Tu n'as pas parlé des rencontres. Est-ce qu'il y a eu des rencontres qui ont été déterminantes pour toi? Il y en a beaucoup. Tu l'as dit, mon prof d'histoire en première, en fait, il avait une façon de raconter l'histoire. C'est-à-dire qu'il nous parlait, il n'y avait aucune note, il n'y avait aucune présentation. Et en fait, il nous faisait vivre des moments et moi, je pouvais fermer les yeux et je m'imaginais des choses, quoi. Et en fait, moi, quand on m'intéresse, je peux avoir une très bonne mémoire. Donc, j'étais capable de re-raconter l'histoire mot pour mot, après qu'il me racontait des heures. Évidemment, moi, je pensais que j'allais faire une fac de droit parce que c'était le truc facile, qu'on ne savait pas trop quoi faire. Et en fait, il m'a donné l'envie de m'intéresser à Sciences Po et en fait à des études supérieures, quasiment, parce que moi je pense que j'aurais fait 1 an de fac de droit, j'aurais végété, on m'aurait pas trop suivi et j'aurais été très rapidement paumé. En fait, il a vraiment accéléré l'envie que j'ai compris à travers lui, qui est la curiosité intellectuelle. Donc ça a vraiment été très formateur et après, ça m'a permis de dévier pour avoir un parcours académique qui est satisfaisant. Après, moi, j'ai eu la chance d'avoir vraiment beaucoup de belles rencontres qui ont changé ma vie, à plein de moments. Je pense que tous les 2 à 3 ans, en fait, ma capacité à me transformer, elle est dans l'apparition d'une nouvelle personne. Et là, la dernière personne, c'est mon associée Leïla, qui travaille avec moi sur comment on essaie d'associer des concepts blockchain, etc. Et en fait, qu'est-ce que cette personne m'a apporté? Elle vient du monde politique, donc c'est un monde qui est très différent de moi qui venais du monde financier et technologique. Et en fait, c'est une vraie complémentarité en termes d'idées et de mise en place de concepts. Je te donne juste un exemple pour que tu vois un petit peu la complémentarité. Moi, je suis convaincu que les pays utilisent mal la technologie. Et elle, ce qu'elle m'a dit, c'est oui, tu as raison. Ce qu'on pourrait faire, c'est on va voir des petits pays qui sont pas dans le G20, mais qui sont des pays qui sont aujourd'hui un peu méconnus. Donc, je sais pas, Venezuela, Costa Rica, etc. On va aller voir, on leur apporte une expertise mondiale sur un tout petit sujet en particulier. Et en fait, ça permet d'aller très 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 loin, parce qu'il y a les moyens d'un pays qui peut déployer des politiques au niveau international, mais nous, ça fait parler à une dizaine de personnes. Et c'est ce genre de rencontre où tu sens que spontanément, tu vas avoir tant
une forme de fusion intellectuelle et une capacité de mettre en mouvement ces idées de façon très efficace. Et quand tu as ces deux choses-là, tu réussis tes projets. Et c'est vrai, je pense, dans le monde pro, mais c'est vrai aussi en perso. C'est une connexion intellectuelle et la capacité à vivre en pratique de cette connexion. Quand tu as ces deux choses-là, ça ne peut que fonctionner. En tout cas, laisser le chemin aura été quelque chose qui sera positif. C'est peut-être le bon moment pour en parler, mais j'évoquais pendant ton portrait ce concept de démocratie liquide. Oui. Je suis assez intrigué par ce concept et pour un béotien comme moi, comment réconcilier démocratie et technologie, blockchain et politique, par exemple? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Ouais, alors c'est pas moi qui ai inventé le concept, hein. Ça fait 400 à 500 ans qu'on réfléchit à cette partie démocratie liquide et une soixantaine d'années que le concept a été vraiment intellectuellement mis sur papier. L'idée, elle est très simple. Elle part de deux constats. Le premier, c'est que, et c'est particulièrement vrai en France, on n'arrive pas à se transformer autrement que par une révolution, par le fait de faire table rase. Et mon idée, je suis réformiste dans l'âme, c'est l'idée que le pas à pas peut fonctionner aussi, et que c'est quelque chose qui fait moins de mal. Et ça ne tient que au format de gouvernance associé à ces décisions. Donc si on avait des façons d'avoir par exemple plus de référendums comme en Suisse et de se sentir mieux écouté en tant que citoyen tant au niveau national qu'au niveau local, il y aurait peut-être plus de transformation pas à pas. Et cette deuxième idée, c'est de se dire quel est le bon système de vote. Il y a plein d'avis dessus. Moi, à titre personnel, je pense que le bon système de vote, c'est un système de vote qui permet d'avoir ou un vote en direct ou un vote en donnant son vote à quelqu'un qu'on sent plus qualifié sur un domaine spécifique. Donc aujourd'hui, pour voter, c'est ou un vote direct, la présidentielle par exemple, ou on vote pour un député qui derrière te représente et vote pour toi les lois. Là, l'idée de la démocratie liquide, donc c'est liquide, c'est-à-dire qu'on peut changer en temps réel sur des sujets. Est-ce que toi, tu votes en direct pour une proposition? Par exemple, moi je suis un spécialiste de l'économie, là il y a un projet de loi budgétaire, je me sens armé pour le challenger, le lire et je vote en direct oui ou non. Et d'ailleurs le oui ou non, ça serait mieux d'avoir un panel de réponses un peu plus stratégique. À la place de oui ou non un projet, c'est d'avoir 2 ou 3 projets pour pouvoir se positionner. Tel projet a tels avantages et tels inconvénients, etc., etc. Donc première façon de voter. Ou sur des sujets où on est moins expert, on peut avoir un représentant par sujet, donc par proposition. Un tiers de confiance. Un tiers de confiance, exactement, sur lequel on délègue sa proposition. Et c'est lui qui va nous représenter. Et j'insiste parce que la partie liquide de cette proposition de système de gouvernance, c'est qu'on peut, à n'importe quel moment, reprendre son vote au tiers de confiance pour l'allouer à un autre tiers de confiance ou revoter en direct. Sur le même projet ou sur des projets... Post-vote. Ce qui permet en fait d'avoir une forme d'efficience de la représentation qu'on a de son vote en tant que citoyen. Et ces tiers de confiance, ils peuvent être au-delà des partis politiques traditionnels, Oui, bien sûr, j'imagine. ça peut être n'importe qui. Et c'est en place aujourd'hui, quelque part, ce type de... Alors, oui, dans la blockchain. En fait, la blockchain a finalement créé sans le savoir ces systèmes de démocratie liquide, parce qu'on peut voter en direct quand on a des gouvernances numériques, ce qu'on appelle des DAO, ou on peut déléguer son vote et son argent, parce qu'on vote avec son argent dans la blockchain, à des nœuds validateurs, donc des personnes qui sont des tiers de confiance. Donc finalement, ça existe déjà dans la blockchain, mais c'est encore très balbutiant et c'est surtout dans un écosystème numérique. Mais on est très très peu avancé en termes de tests grandeur nature du système de vote. Pourquoi ? Parce que en fait, on a peur de transformer ces systèmes et on n'a pas d'incentive à le faire parce que c'est plus facile de jouer la carte électoralisme avec des systèmes qui sont pas efficients que des systèmes efficients. Où là, il faudrait être jugé sur les résultats. Donc forcément, c'est pourquoi s'infliger le fait d'être plus challengé ? Parce qu'évidemment, ceux qui mettent en place ces personnes, c'est ceux qui subiraient le système de vote. Donc peut-être que finalement, paradoxalement, il faudrait vivre une révolution pour mettre un système qui permettrait de ne plus en avoir. C'est ça qui est marrant. Et donc, en quelques mots, comment tu contribues, toi, à cette transformation-là de démocratie liquide ? Démocratie liquide, c'est un concept et c'est une idée en particulier. Donc moi déjà, j'essaie de le mettre en avant, je participe et j'écris beaucoup sur ces sujets. Dans la blockchain, moi, je l'ai analysé de comment, en fait, la blockchain vient être un système de gouvernance qui est très puissant et qui impacte des centaines de milliers de personnes qui, sans le savoir, font corps démocratique. Et en fait, il y a une nation blockchain, si je devais le dire comme ça, qui est déjà un État dans l'État, qui a déjà ses propres règles, ses monnaies, sa façon de se mettre à jour, de s'amender.
qui a déjà un protocole, qui a déjà une constitution. Plusieurs protocoles blockchain ont ça. C'est extrêmement intéressant. C'est en pratique. Et il y a énormément d'argent associé parce que la folie des cryptos. Mais au-delà de cette partie démocratie liquide, c'est comment sur plein de concepts différents, la RSE, le système juridique, n'importe qui peut être vraiment acteur et avoir un impact assez fort si jamais il décide de s'intéresser à un sujet et de se mettre en mouvement de façon collective. Et d'autant plus dans le monde d'aujourd'hui, avec la pertinence des réseaux sociaux. Moi, je crois beaucoup à un concept, ce qu'on appelle les micro-communautés. C'est qu'on va de plus en plus se rassembler, non pas par rapport à un pays ou même une langue, mais par rapport à des objectifs, des buts, des passions. Et je pense que le nouveau standard de demain, ça sera d'avoir des espèces de micro-communautés très très puissantes autour de son intérêt, qui auront leur propre lieu physique, qui auront leurs propres règles, leur propre constitution. Je prends un exemple, par exemple, les fans de manga, parce que moi j'adore les mangas, donc c'est pour ça, qui aujourd'hui sont en train de voir s'ils ne peuvent pas se regrouper pour acheter une dizaine de lieux dans le monde où on pourrait se retrouver, seuls nous pourrons y avoir accès, etc. En fait, cette fragmentation de la société, elle peut être positive si on met en place les bons modèles et les bonnes sensations, que ce soit plutôt une façon de mieux se comprendre et mieux se parler entre personnes qui ont des passions, mais en fait on peut en avoir plusieurs des passions, donc c'est pas du tout excluant comme la nationalité. Donc je suis convaincu qu'il y a énormément de choses dans le monde qui peuvent être passionnants pour tout à chacun, et qu'on a d'autant plus l'occasion aujourd'hui et encore plus demain que de s'y intéresser pour en parler avec qui l'on veut, parce qu'on n'aura plus cette barrière de la langue quand dans un an on aura de la traduction automatique en temps réel. Donc ça va créer un effet de tour de Babel qui va être incroyable, et c'est là où les systèmes de gouvernance seront importants pour réguler ces micro-communautés. Ouais, ça, c'est un sujet... Je peux en parler des heures, hein. Stop-moi quand... Et peut-être juste une dernière question, en fait. Qu'est-ce qui fait en fait que tu as développé ce centre d'intérêt précis sur ce concept de démocratie liquide? Moi, c'est une forme de frustration. D'ailleurs, beaucoup de mes passions partent de frustration, de voir que dans un pays merveilleux tel que la France, on a des gros blocages sur des choses qui pourraient être consensuelles. Et en fait, le framework choisi a une grosse importance. Moi, j'aime bien l'exemple que donne un professeur qui a beaucoup travaillé sur les systèmes de vote, qui nous a dit en 2007, lors des élections présidentielles, si jamais on avait eu un système de vote où on met une note sur 20 au candidat, ça serait Bayrou qui aurait été élu, par exemple. Donc en fait, le framework de prise de décision peut changer la décision avec les mêmes personnes qui sont sollicitées. Donc c'est bien que ça a un impact très fort. Et ça, on s'y intéresse pas assez par rapport à la puissance que ça a. On a perdu beaucoup de temps à pas savoir se mettre d'accord sur des choses qui peuvent être évidentes, et c'est vrai dans énormément de domaines. Adrien, toi, comment tu gères les moments de doute ou d'incertitude? Tu as vraisemblablement reçu pas mal de critiques, de jugements dans tes transformations. Comment tu les adresses, toi, en fait, ces moments de doute et d'incertitude? Mal, déjà. C'est-à-dire que j'ai un peu ce syndrome du bon élève où, pendant longtemps, la moindre critique me paraissait impossible, et je pouvais être pétri de contradictions pour essayer de faire matcher des critiques contradictoires. Donc finalement, c'est assez récent où je commence à dire, j'assume le désaccord et la critique possible d'une action. Parce que plus on se met en action, plus forcément on va avoir des critiques. Et ça, c'est assez récent, hein, et c'est pas facile. Donc je ne veux pas donner de leçon non plus sur ce point. En fait, je pense qu'il y a deux choses qui fonctionnent. La première, c'est est-ce que la critique, elle est justifiée? Est-ce qu'elle est donnée avec bienveillance? Et est-ce que cette critique, on peut en faire quelque chose à ce moment-là de notre vie pour la transformer? Et si on répond oui à ces trois questions, c'est une critique qui est valable et qui est même nécessaire. Ouais. Après, la difficulté, c'est d'être juge et partie, enfin, juge soi-même de la pertinence bien sûr. et de la bienveillance et de la qualité de la critique qui peut être constructive pour les uns, positive pour les autres, donc difficile de se positionner. Mais je suis d'accord. Moi, c'est presque le contraire. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, la moindre critique, le moindre challenge des personnes qui me sont proches, en tout cas, des personnes qui me connaissent, je me surinterroge par rapport à la pertinence. Donc parfois, j'ai tendance à surinterpréter ça parce que j'ai pas envie de passer à côté de quelque chose. Je pense que c'est la capacité à être capable de se changer. Et moi, je vois ça comme un jeu. Je vois ça comme quelque chose de positif, de se transformer, de devenir une nouvelle personne et d'essayer de se réinventer. Donc je le vois plutôt comme un accompagnement à être dans le changement. Ouais, c'est ça. Enfin, on a souvent tendance à prendre ça sérieusement, en fait, la transformation. Mais ça peut être quelque chose de joyeux, de léger, quelque chose qui nous porte vers le haut. Effectivement, plutôt le voir comme quelque chose de positif. Ouais, comme un jeu vidéo.
Pourquoi pas? Gamifions la transformation. Pourquoi pas? Avec le recul, toi, Adrien, quel impact tu dirais que ta transformation a eu sur toi-même, mais aussi sur les autres? La question, pour moi, c'est beaucoup plus facile de répondre sur les autres que sur moi-même parce que je ne vois pas un chemin qui est autre. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle transformation, pour moi, c'est juste le chemin de ma vie. Donc, je vois ça comme un chemin et dans ce chemin, il y a eu des changements. Ouais. On appelle transformation, mais c'est mon seul chemin. Et donc, même si, il y a eu des changements et des transformations dans ce chemin, ça me paraît très naturel et je vois pas comment j'aurais pu faire autrement, en fait. C'est une forme d'évidence. Ouais. Par contre, l'impact que ça a sur, les autres, sur mon entourage ou sur les personnes qui ne me connaissent pas et que j'ai rencontrées, moi, ce qu'on m'a beaucoup remonté, c'est, le fait que finalement, il y avait pas grand-chose qui était, impossible. C'est-à-dire que quand tu veux faire quelque chose, ça fait un peu bateau de dire ça, mais moi, j'ai l'impression qu'on vit dans une époque où ça fait qu'une vingtaine d'années que c'est possible. Si on se prend l'histoire de l'humanité, on vit dans un monde alors qu'il y a énormément de défauts et qu'il y a énormément de contraintes et de problèmes à régler, hein, c'est ça qui est intéressant. Mais moi, je suis très content de vivre à cette époque unique où une grande majorité de la population peut être capable de vraiment se mettre en action et faire et obtenir ce qu'il veut. Et je pense qu'on se rend pas compte de la nouveauté de cet événement. C'est-à-dire qu'il y a 100 ans aujourd'hui, faire 1000 kilomètres, c'était un périple. Il y a 100 ans, trouver un livre qui avait 500 ans ou trouver une référence sur quelque chose, c'était réservé à des personnes qui avaient accès à cette information. Pareil sur le fait d'accéder à des personnes. Donc moi, je suis convaincu qu'on vit à un moment formidable où tout est possible et tout a un impact très très fort, tant à titre personnel sur son entourage que en termes de société par rapport aux gros choix qu'on prend sur le siècle. Et moi, à titre personnel, je vois ça comme un défi. Je suis très content de vivre dans ce siècle qui va être si transformant, c'est qu'elle le Mmh. dire. Moi, je pense qu'on devrait tous avoir cette posture de conquête par rapport à ces opportunités. Et si je t'écoute bien, en fait, tu dis que les moyens, finalement, importent Mmh. moins que la fin, puisque les moyens sont à notre disposition Mmh. et il faut connaître l'objet, en fait, la destination et ce qu'on cherche. Donc, quelque part, le but, l'objectif. Et parfois, c'est pas toujours évident Mmh. de déterminer l'objectif de son chemin, de sa vie. Donc, comment toi, tu t'es Ouais. positionné pour essayer de te mettre des objectifs et les atteindre? Et moi, je vais être plus cynique. C'est que, en fait, pour moi, peu importe la fin, je suis content de vivre dans un univers où on a les moyens. Et en fait, peu importe le chemin que va prendre le monde ou ma vie, l'important, c'est que ça sera un chemin qui va avoir énormément de transformation. Et moi, je me sens aujourd'hui à l'aise dans la transformation et dans le mouvement, dans le changement, dans ses contraires. Et c'est le plus important pour moi. Ouais. Maintenant, j'espère que, au moins pour le monde, pour moi, c'est pas très important, qu'on va aller dans une direction qui sera une direction positive, qui va permettre à un maximum de personnes de mieux se partager les richesses, protéger la planète et prendre le temps de faire des choses qui les passionnent, Tant qu'à faire. tant qu'à faire. Adrien, toi, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui cherche à entamer son Mmh. chemin de transformation, qui est peut-être jeune ou Ouais. qui a juste eu cette réalisation du début du chemin? Qu'est-ce que Mmh. tu aurais à lui donner comme conseil? Être capable de donner 3 passions et les explorer au maximum. Simple. Et des passions naissent, des rencontres personnelles et des projets professionnels. Peu importe. Et encore une fois, on vit dans un monde qui permet très facilement de monétiser l'immense majorité des passions. Et ça aussi, c'est une opportunité qui est incroyable. Et après, la deuxième chose, c'est dans l'application de ces passions, essayer d'avoir une ou deux routines personnelles sur lesquelles on s'y tient. Et ce qui nous permet de continuer à faire croître ces routines et faire en sorte que ça tende vers l'objectif qu'on veut. Et donc, pour les moins, je dirais, passionnés, velléitaires et disciplinés d'entre nous, en fait, qu'est-ce que tu aurais à dire néanmoins? Si on n'est pas passionné et velléitaire, s'entourer de gens qui le sont. Moi, je le vis au quotidien parce que tu me posais la question sur l'impact que j'avais eu sur d'autres personnes, mais c'est aussi l'impact que d'autres personnes ont eu sur moi, Mmh. évidemment. Et les gens autour de soi nous façonnent et nous font nous transformer. En fait, les transformations, elles viennent par à-coups. C'est pas un process qui est linéaire, mais ça vient de journées, de semaines, de mois à passer dans des environnements spécifiques. Donc, bien choisir un environnement sur lequel on est à l'aise et qui est pas forcément celui qu'on te donne à la naissance, qui est pas forcément familial, mais qui peut se créer. Et quand tu crées cet environnement, après, t'as plus qu'à te laisser porter par lui, même si tu n'as pas de passion. Donc, pour revenir à ce qu'on disait au début, donner une chance aux rencontres, Mmh. explorer, être curieux Mmh. et se donner ces opportunités-là. C'est ça. Et être entouré des personnes qui ont les qualités que tu aimerais avoir. Ça finit par ruisseler. Très bien. À quoi ça ressemble la suite du chemin pour toi, Adrien? Est-ce que tu l'as imaginé?
Je l'imagine très souvent et je me trompe tout le temps. Donc pour le coup, je suis pas certain que ça soit utile de l'imaginer, mais je pense que l'imaginer, c'est quand même quelque chose qui est très important parce que ça te permet de matérialiser ton envie, ton énergie presque, de te projeter. En fait, peu importe, ce qu'on pense et sa projection, l'important c'est de se mettre dans l'idée qu'il y a un après et ça suffit. C'est quand même très, très positif. Oui, et simple a priori de mise en œuvre. Donc, Ouais, voilà, c'est très, très terre à terre, mais juste s'imaginer, que demain ça va être génial, ça permet enfin la pensée positive, pour le coup, ça marche assez bien et je m'en suis beaucoup moqué dans ouais. mes dernières années, mais finalement ça fonctionne. Ouais. Mmh. Bah, c'est-à-dire qu'on est fait de telle manière qu'on peut pas à la fois penser positivement et négativement. Donc, si on donne plus de Mmh mh. place à la pensée positive, il y en a moins Mmh. pour la pensée négative. Bien sûr, Et ça nous permet de vivre quand même des vies plus heureuses et plus épanouies. mais surtout que moi je suis toujours surpris de voir à quel point on peut vivre des situations qui sont totalement équivalentes, mais très différemment, en fonction de comment on se sent, du contexte ou même de la personne qu'on est, des moments de vie similaires qu'on peut vivre de façon extrêmement différente. Donc ça, si ça montre pas à quel point, bah, la posture qu'on a par rapport à ce qu'on vit est le plus important, Ouais. je sais pas ce qu'il faut de plus. Ouais, c'est la grille de lecture qu'on a Mais sur bien sûr, les événements, ils sont neutres. C'est mais en bien se sûr, projetant sur eux, mais leur exactement. côté positif. Et je le vois dans l'entrepreneuriat en 2 mots. Moi, j'adore résoudre des problèmes. Je sais qu'il y a plein de personnes qui auraient détesté, ma vie d'entrepreneur parce que je passais mon temps à résoudre des gros problèmes. Mais moi, comme j'aime, ce côté, résoudre des problèmes, je dirais pas que c'était un kiff, faut pas exagérer, mais je me sentais utile et je me sentais bien. Donc à chacun de travailler en fonction de la posture qu'il a, de celle qu'il veut avoir et de confronter sa posture à ce qu'il vit. Excellent. Est-ce que tu as une information qu'on n'aurait pas évoquée, quelque chose que tu aimerais partager avec nos auditrices, nos auditeurs, une actualité que tu as, que tu pourrais partager avec nous? Alors, pour faciliter les transformations, être en bonne santé, ça aide. Donc, je conseille quand même de faire très attention à son alimentation. Voilà, je le glisse comme ça parce que ça fait 1 an que je m'y intéresse, depuis que j'ai un peu plus de temps et l'alimentation, c'est quand même le moteur, de son énergie. On l'oublie, mais c'est important et sur l'actualité, moi, je suis toujours en recherche, de projets, qui, voudraient changer le monde. Plutôt des projets en pré-seed qui viennent de démarrer et qui veulent, lever des fonds pour accélérer. Donc, que les entrepreneurs, n'hésitent surtout pas à me contacter, sur LinkedIn pour, bah, voilà, discuter avec moi de ces projets. Donc, avis aux entrepreneurs pour des projets plutôt dans l'impact, hein. Plutôt, ça m'arrive de financer des projets qui ne le sont pas, mais c'est plutôt les projets sur lesquels j'ai une expertise. Donc des projets technologiques avec un impact positif. Super. Adrien, avant de se quitter, je vais te soumettre un exercice que j'appelle les questions mitraillettes, qui est un must de ce podcast. L'idée, c'est de répondre à un maximum de questions en moins de 2 minutes. Est-ce que tu es prêt? Oui. Qu'est-ce que tu lis comme livre en ce moment? Un livre, de science-fiction adolescente. Pierre Bottero, l'auteur. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué ou influencé dans ta vie? Sapiens m'a beaucoup influencé, mais Le Petit Prince, c'est le livre qui m'a marqué. Est-ce qu'il y a une musique que tu écoutes en boucle en ce moment? Non, beaucoup de classiques, j'adore le piano. Quelle est ta citation préférée? Au royaume des aveugles, les bandes sont rois. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? La personne qui m'inspire le plus, en ce moment, c'est mon associé, Leila, Que voulais-tu faire quand tu étais petit? banquier. Comment commences-tu ta journée? En me réveillant, j'aime bien prendre une douche, voilà. Quel talent aimerais-tu avoir? Voler, Quelle est ta plus grande force? ma curiosité. Qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie? Le fait, de sentir des gens plus passionnés que moi sur des sujets. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? Que, on apprenait mieux en se faisant plaisir. Quelles sont les 3 choses que tu emmènerais sur une île déserte? J'emmènerai un livre, j'emmènerai une personne, que j'aime, en photo ou un souvenir, quelque chose et je pense que j'emmènerai une raclette, parce que j'adore la raclette. Quel est ton meilleur remède contre le stress? L'activité physique. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu avais 20 ans? Que le plus important, c'était pas forcément l'argent, mais les personnes. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? La lenteur. Qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir? Le génie, intellectuel de plein de personnes dans ce monde. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? J'aimerais pas forcément qu'on se souvienne de moi, mais j'aimerais bien qu'on se souvienne que j'étais drôle, que j'avais de l'humour. Quel est le plus beau chemin que tu aies jamais emprunté? Le mien, Qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? je tenterai énormément de choses. Comme quoi? Bah, j'essaierai de résoudre un problème très, très, très important. La fusion nucléaire, la fin dans le monde, quelque chose qui a un impact, déterminant. Qu'est-ce que l'homme d'aujourd'hui aurait envie de dire au petit garçon que tu étais à 10 ans? Que tu vas y arriver et que le plus beau arrive après. Et enfin, qui aimerais-tu entendre à ce micro pour le prochain épisode?
J'aimerais entendre un ami à moi qui travaille beaucoup sur l'éthique de l'IA et qui a eu un parcours de vie très intéressant. Hubert Etienne, il s'appelle. Excellent. Merci Adrien, merci pour ton témoignage intéressant et un peu iconoclaste dans ce podcast. Et bon retour et bon chemin surtout. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de nous quitter, voici les quelques pépites que je retiens de la conversation avec Adrien. Premièrement, nos plus grandes transformations naissent souvent de petits surplus curieux. Ce sont parfois des petites choses non nécessaires qui peuvent changer une vie. Restons donc ouverts et prêts à accueillir l'imprévu. Deuxièmement, nous n'avons pas besoin d'une vision parfaite pour avancer, juste d'un mouvement. Attendre que tout soit clair nous paralyse. C'est souvent en marchant que le chemin se dessine. Troisièmement, se transformer, ce n'est pas toujours devenir quelqu'un d'autre, c'est enfin s'autoriser à être soi-même. Ce qui nous limite, ce ne sont pas nos capacités, mais les cadres qu'on s'impose. Explorer ce qu'on aime, ce qu'on désire, et surtout ce qu'on ne veut pas, devient un acte libérateur. Quatrièmement, nous avons tous la responsabilité de choisir notre environnement. Ce n'est pas toujours notre famille ou notre naissance qui détermine notre cadre. C'est à nous de créer les cercles qui nous inspirent, les milieux qui nous font grandir. Et enfin, penser positivement, ce n'est pas être naïf, c'est être lucide. Nous ne pouvons pas penser à la fois négativement et positivement. En choisissant consciemment la joie, l'humour ou la gratitude, nous créons une posture intérieure qui peut tout changer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci à notre invité pour la qualité de son témoignage. J'espère qu'il vous a permis d'alimenter votre réflexion sur votre propre chemin de transformation. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité marquant, acteur ou témoin de la transformation. Entre-temps, vous pouvez retrouver les épisodes de C'est le chemin qui compte sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis, laisser des étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous et sur les réseaux. Chaque nouvel auditeur est une victoire. À très vite et n'oubliez pas, c'est le chemin qui compte. Alors bon chemin.